Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette première table ronde dans laquelle on parlera formation. Donc on est plutôt bien placé ici pour évoquer ce sujet. Formation sur l'IA, sur effectivement ces nouveaux sujets technologiques et leurs impacts aussi sur le système de santé qui traverse beaucoup les débats. Alors, avant de commencer, je voudrais juste préciser que Jean-Emmanuel Bibaud va nous rejoindre en cours de route. Donc, il a été retenu, mais devrait arriver sous peu. Donc, effectivement, lorsqu'on parle d'IA en santé, on imagine donc suivi des patients à distance, des traitements personnalisés. Et pour prendre la mesure de ces changements, l'un des premiers espaces où ces questions doivent être abordées, c'est l'université et la formation. Le sujet de la table ronde, première table ronde est le suivant. Comment préparer demain et intégrer l'IA dans la formation des futurs professionnels de santé? Donc, pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés, à ma gauche, Guillaume Assier. Ça a été dit en introduction, vous êtes effectivement directeur de la chaire d'IA en santé. Entre autres, Nicolas Castoldi, directeur exécutif de l'initiative Hôtel-Dieu, de la PHP, et Kendris Legentil, vous avez cofondé et dirigé le média associatif La Fabrique des Soignants. Vous allez un petit peu expliquer plus en détail de quoi il s'agit, parce que c'est un projet un petit peu protéiforme. Le numérique prend lentement mais sûrement ses quartiers dans les formations en santé. On a vu par exemple que depuis la rentrée, un référentiel socle obligatoire a été intégré au programme du premier cycle des études de santé. Il comporte plusieurs thématiques, RGPD, télésanté, outils numériques et j'en passe. Alors Guillaume, vous êtes plutôt bien placé effectivement pour expliquer aujourd'hui la manière dont l'IA et le numérique sont enseignés dans les cursus. Alors comment finalement acculturer les futurs soignants à ces transformations technologiques et comment la chaire IA en santé que vous dirigez y contribue? D'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici et de participer à ces réflexions et à ces discussions. Si on parle de formation à l'IA, on va distinguer la formation initiale et la formation continue. Dans le cadre des soignants, les formations initiales, si on fait abstraction de l'IA, sont déjà pleines. C'est-à-dire, c'est archi full. Et puis, il y a eu des réformes, par exemple en médecine, qui ont en plus eu la bonne idée d'enlever encore une année parce que c'était pas assez dense, entre guillemets. Et c'est une demi-année, en fait, qui a été enlevée puisque maintenant, les futurs internes passent l'été de leur 5e année à travailler comme des malades pour des examens en septembre. C'était la façon de ne pas perdre complètement l'année. Donc, si on veut mettre de l'IA, du numérique, il faut enlever quelque chose. Et donc, je vous propose qu'on réfléchisse tous ensemble sur qu'est-ce qu'on enlève. Moi, je vous propose d'enlever l'ophtalmo, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ah non, pas l'ophtalmo. L'ORL? Ou, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut enlever? En fait, c'est pas possible. C'est pas possible d'enlever des matières. Et après, la question va se poser dans les matières, d'enlever des aspects d'enseignement qui sont jugés inutiles. C'est pas du tout évident à court terme. Donc aujourd'hui, il a été fait allusion au tronc commun de formation qui concerne les médecins, mais aussi les pharmaciens, mais aussi les infirmières et les sages-femmes. Tous les cursus de santé doivent avoir cette formation initiale. Ce que je dois vous dire, c'est que ce n'est pas beaucoup d'heures. Malgré cela, c'est très difficile à mettre en œuvre. Et sur ces pas beaucoup d'heures, ça concerne tout le numérique. Donc la partie IA à proprement parler est extrêmement réduite. Donc on est vraiment très très loin de la formation je dirais, à l'IA avec ce mouvement, même si c'est déjà une première initiative. Moi, mon sentiment, c'est que finalement, je ne suis pas sûr que la formation initiale soit le moment privilégié pour spécifiquement former à l'IA. Et notamment au niveau de la chaire IA en santé, on s'est surtout focalisé sur la formation continue, c'est-à-dire celle des soignants en exercice, mais qui inclut aussi les internes, c'est-à-dire des praticiens débutants. Et alors là, quand on forme en formation initiale à l'IA, on aura tendance à partir de la théorie et à aller vers la pratique, c'est-à-dire du calcul matriciel, des maths à haut niveau, et puis peu à peu, on va aller vers comprendre qu'est-ce que c'est que l'IA, et puis après, en déduire les usages. C'est ce qu'on va faire dans une formation d'ingé. Dans une formation juridique,
eh bien, on va aller vers le droit en général et puis progressivement se spécialiser sur les aspects du droit en santé. Je ne suis pas du tout sûr que cette façon d'appréhender la formation de l'IA soit opportune pour les futurs soignants. Et je pense que c'est mieux d'aller dans l'autre sens, de partir des cas d'usage. Et donc, c'est ce qu'on fait clairement en formation continue, c'est-à-dire que quand des devices avec de l'IA percent, eh bien, les soignants doivent savoir s'en servir. Et ce qui est important dans notre objectif de formation, c'est qu'on donne les outils pour pouvoir le mieux possible intégrer ces nouveaux usages. Et en partant des cas d'usage, en partant du pratique. Et quand on a cette lecture de la formation des soignants à l'IA, qu'on met en œuvre, nous, au niveau de la chaire en IA en santé, très vite, on s'aperçoit que ce qui compte, c'est l'interdisciplinarité. Très vite, on s'aperçoit que l'IA en santé, c'est non pas une discipline tech, comme on pourrait penser de premier abord, mais une discipline vraiment à part entière de santé, avec 3 jambes au moins. Une jambe de santé, l'application, à quoi ça sert, comment ça marche, quelles en sont ses limites, etc. Une jambe tech, évidemment, c'est-à-dire quels sont les concepts généraux qui font que un ordinateur peut traiter une image et détecter une fracture. C'est quoi le principe ? Et puis une 3e jambe qui est technico-réglementaire et business, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire, est-ce que je peux donner les données d'un patient ou pas, comment je combine le secret médical et le partage des données, c'est un oxymore pour le moins, et puis la dimension business, c'est-à-dire qui paye, parce qu'on peut avoir une idée géniale, mais si c'est pas financé, ça va, voilà. Et donc tout soignant doit être au courant de ces choses-là, à des niveaux divers selon son implication, et nous c'est un peu sur cette direction qu'on est parti, formé aux 3 jambes, à l'interdisciplinarité. Et pour moi, il y a l'émergence d'une 4e jambe, qui est celle du grand public et des patients, c'est-à-dire celle de l'automédecine, c'est-à-dire celle de ChatGPT qui soigne directement les personnes. Et les soignants doivent être au courant et s'en emparer. Au niveau santé publique, d'abord parce que ça peut être utilisé pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est la prévention. Le pire, c'est le charlatanisme. Et puis, par le fait que les patients arrivent aujourd'hui hyper experts, quoi. C'est-à-dire, ils arrivent en sachant tout. Donc, il faut qu'on sache gérer ces différents aspects. Donc, nous, du coup, on a mis en place des formations qui partaient vraiment de cet esprit de former à l'interdisciplinarité et de connaître, on va dire, le minimum dans les différentes jambes que je vous ai décrites et qui sont essentielles. Et donc, on en profite pour former les soignants, mais pas que. Pour que ce soit vraiment une interdisciplinarité, on essaye de regrouper dans la même salle des ingés, des soignants, des avocats, et on les fait travailler ensemble. Donc, il y a des moments de cours où on va décliner sur chacune des 3 jambes, genre imagerie en santé. Première heure, c'est comment une machine fonctionne pour détecter. 2e heure, l'appli qui détecte automatiquement le cancer du sein. 3e heure, si la machine se trompe, qui est responsable. Et ensuite, 3 heures d'enseignement, cas d'usage. Vous êtes un fonds d'investissement, où est-ce que vous mettez vos billes ? Et on fait des groupes avec une magouilleuse savante où le médecin travaille avec l'avocat et avec l'ingénieur qui fait du dev. Et donc, je vous donne un exemple et après j'arrête de parler. L'intégration, donc un mathématicien, il dit, ou la régression plutôt, ça c'est un bel exemple, ça, la régression. Donc là, aujourd'hui, on va parler régression. Un mathématicien, il se dit, c'est tellement idiot, tout le monde sait. Et le médecin, il dit, moi je sais, parce qu'en fait, les médecins, ils croient toujours qu'ils savent, mais en fait, ils savent pas vraiment. Et l'avocat, qu'est-ce qu'il se dit ? Qu'est-ce que je fous là ? Et donc après, et du coup, quand ils vont travailler ensemble autour d'une question, par exemple, sur des méthodes de régression en maths, qui sont des méthodes hyper utiles dans ce domaine, évidemment, eh bien, le mathématicien va réaliser les limites de connaissance des autres, à quel point ça peut faire peur à certains. L'avocat va découvrir que finalement, le concept n'est pas inatteignable, et le médecin, il va voir qu'en fait, il y a des gens dont c'est le métier de faire de la régression, tellement ça peut devenir compliqué. Voilà un exemple qui fait qu'une fois qu'on sort d'un cours comme ça, où les gens ont travaillé ensemble avec des profils différents. L'avocat ne va pas devenir un expert en régression, mais il aura créé dans son cerveau la case de la régression qui existe et qui est la base pour qu'on puisse échanger ensuite tous ensemble. C'est-à-dire qu'on ait tous les mêmes cases, remplies à des niveaux différents selon notre expertise, mais qu'on ait ce terrain commun de dialogue. Voilà notre stratégie d'enseignement.
Alors, merci. Effectivement, beaucoup de sujets ont été abordés. Peut-être je me tourne vers vous, Jean-Emmanuel Bibeau. Donc, bienvenue. Effectivement, donc, il faut partir des cas d'usage, vous l'avez dit. Peut-être effleurer un tas de sujets dont on n'a pas nécessairement besoin d'être expert, mais néanmoins, il faut aussi s'acculturer à la technique, au réglementaire, etc., etc. Peut-être, donc, selon vous, quel regard, quelle base, en fait, quel socle de connaissances un médecin devrait-il avoir sur ces sujets-là, dans la formation initiale, continue? Alors là où je rejoins Guillaume, c'est sur le fait qu'effectivement, on ne va pas former forcément des ingénieurs qui sont tous, enfin des médecins, pardon, qui sont tous ingénieurs et qui savent coder des IA, quelle que soit leur forme. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense qu'il faut quand même faire une petite formation au niveau de la première ou de la deuxième année, enfin au tout début. Pourquoi? Parce que actuellement, en tout cas quand moi j'étais en première année ou en deuxième année, on enseigne des choses qui sont très utiles, comme les biostats, qui nous permettent par exemple d'interpréter les études sur les nouveaux médicaments, donc avoir un esprit critique sur ces résultats-là. Et je pense qu'il faudra avoir un peu la même approche, la même philosophie avec l'IA, parce que les médecins qu'on commence à former maintenant, quand ils vont sortir de la faculté d'ici une dizaine d'années, ils vont être dans un monde qui sera déjà très différent de celui que l'on connaît maintenant, sachant que maintenant on se sert déjà de pas mal d'outils d'IA, surtout dans les tâches on va dire, de perception, donc d'analyse d'image. Et je pense que ça va commencer à envahir aussi d'autres domaines. Et le risque, c'est que, au même titre que les médicaments et que certaines études qui sont plus ou moins bien faites, et les médecins se servent de n'importe quelle IA et gobent, entre guillemets, ce qu'on leur a vendu, quoi. Et donc, il faut les former vraiment un minima sur ce que c'est que comment ça fonctionne, quels sont les principaux critères de qualité qu'il faut regarder pour juger de l'intérêt d'une IA, et puis voir aussi, par exemple, si les populations d'entraînement sont bien alignées avec les populations sur lesquelles on va se servir de l'IA. Toutes ces choses-là, qui ne sont pas toujours triviales, et qui sont pourtant essentielles pour des gens qui vont s'en servir dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il faudrait je pense même qu'il y a urgence en réalité à intégrer ce genre de formation-là dans le socle commun de tous les étudiants, en tout cas en médecine en France, je pense. On n'est pas vraiment en retard parce que dans les autres pays, à ma connaissance, c'est pas non plus fait ni très bien fait quand c'est fait. Mais ça n'empêche qu'il faut y penser maintenant, pas dans 5 ans et pas encore moins dans 10 ans. Et alors, est-ce qu'il faut, parce que quand je suis arrivé, j'entendais, est-ce qu'il faut enlever des matières pour faire de la place pour ça? Je sais pas. Peut-être qu'on peut faire un petit module, par exemple, intégré dans les biostats sur ce genre de choses-là. Ça me semble un peu assez proche pour qu'on puisse faire ça. Ouais. Peut-être Nicolas, Kendris, que vous inspirent déjà ces constats-là. Comment on passe un socle théorique. Ouais. Il y a un décalage, je trouve, parce que, du coup, avec la fabrique des soignants, on essaye de poser un peu des questions systémiques sur le système de santé et sur le soin. Donc la question de l'IA et de la santé numérique sont des grandes questions, mais dont la plupart des personnes s'en foutent en réalité. Et ça crée vraiment un décalage entre, il y a des personnes qui se réunissent autour de ces questions-là, mais en fait la plupart des soignants, déjà, ils sont en fracture numérique. Quand on va dans un hôpital, parler d'IA, c'est très très lointain. Déjà parler d'un système informatique qui fonctionne, ça peut être déjà assez lointain. Donc voilà, il y a toujours cette question de décalage, et pour avoir aussi été étudiant en médecine, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut, dès le premier cycle, parler un peu plus de numérique et parler plus d'IA, mais après, je dirais même qu'il y a une réflexion au niveau de l'éducation nationale, qu'il y a il y a un grand retard sur la question du numérique. Donc je pense qu'à l'université, il va falloir aussi essayer de le rattraper, et le rattraper le plus vite possible, parce que l'IA, elle est déjà présente, et d'avoir des futurs médecins qui ne connaissent même pas ce que ça veut dire l'intelligence artificielle, ça pose des problèmes. Et ça pose aussi des problèmes sur comment en fait le médecin peut prendre des décisions en étant éclairé. C'est vrai que là je te rejoins complètement sur quelque chose dont les gens n'ont peut-être pas forcément conscience, c'est que les médecins, les soignants en général, travaillent avec des outils numériques, quel que soit l'endroit où vous travaillez, que ce soit en libéral ou en public, vraiment qui ont peut-être entre 20 et 30 ans de retard, concrètement, que ce soit en termes de vitesse, que ce soit en termes d'interface.
Donc effectivement, on parle d'IA et on a l'impression qu'on y est, mais alors, on y est pour certains trucs. Mais en réalité, quand on est à l'hôpital au quotidien, je suis d'accord qu'on est assez loin d'utilisation optimale de ce genre d'outils-là. Je ne jette pas la pierre aux personnes qui gèrent ça parce que c'est extrêmement complexe. Il faut pouvoir déployer des logiciels qui sont souvent de plus en plus lourds sur des parcs informatiques, soit qu'il faut adapter, soit qu'il faut renouveler à l'échelle de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de postes. Donc c'est très très complexe, mais c'est sûr qu'il y a une petite fracture entre les débats qu'on peut avoir sur l'IA, comme si ça allait révolutionner la médecine et qu'on y était, et puis la vie de tous les jours dans les hôpitaux. Et encore, moi je suis à Paris, je sais que dans des CH moins bien dotés, c'est probablement encore pire. Et donc cette idée-là, c'est important à voir. Alors ça peut être une opportunité, c'est vu d'ailleurs comme une opportunité par pas mal d'investisseurs, puisqu'ils disent c'est tellement l'âge de pierre, la médecine, que c'est un peu le côté Minitel, on va pouvoir directement déployer des choses qui vont être adoptées plus facilement. Ça, c'est le côté un peu optimiste. Moi, je ne suis pas très sûr que ce soit comme ça. Il y a une opportunité, mais elle va être très, très difficile à transformer, quoi. Nicolas, peut-être vous partagez ce pessimisme-là, ou vous êtes un peu plus optimiste. En tout cas, vous m'aviez expliqué lors de notre entretien préparatoire que selon vous, on était vraiment dans une phase de transition, quoi. C'est l'idée, une transition plus ou moins longue, mais... Non, je pense qu'on le sait tous, ça, on est au début d'une grande transition. On commence quelque chose. Le plus difficile dans tout ça, mais Gérard l'a très bien dit, citant les grands auteurs, c'est de savoir à quoi ça va ressembler après. Je pense que c'est la question qu'on a tous. Parce que c'est deux choses différentes, d'accompagner une transition et de construire le système d'après. Et ça a créé des besoins qui sont des besoins différents. Typiquement, la question de savoir à quel niveau de détail il faut que des soignants comprennent le fonctionnement de l'IA. Je trouve que c'est une très bonne question de la transition, parce que derrière, la question, c'est la confiance dans les outils, savoir ce qu'on peut attendre d'eux, comment on s'en sert bien. Et puis, en fait, si cette transition arrive à son terme, je vous fiche mon billet que dans 30 ou 40 ans, on ne se posera plus la question de savoir comment ça marche. Je prends toujours l'exemple, quand je fais un peu de philo et d'éthique avec des radiologues, de leur dire qu'on s'interroge beaucoup sur la garantie humaine, sur le contrôle de l'image, mais qu'à ma connaissance, personne ne sait expliquer en détail comment marche le scanner. Voilà, ce qui est, je trouve, un bon exemple de transformation technologique arrivée à son terme, ce qui n'enlève absolument rien à la nécessité, dans la phase de transition, d'être capable de comprendre comment ça fonctionne, à un stade où les outils ne sont pas encore totalement fiables, où ils sont en partie limités, où ils ne sont pas encore intégrés de manière efficace au système, et où, en quelque sorte, on n'a pas pu collectivement définir ce qui fait de l'outil un outil. Voilà, dans quelle mesure il est fiable ou pas fiable. Ça, c'est un premier grand commentaire. Deuxième grand commentaire, quand on regarde un peu côté Hôtel-Dieu ce que montrent les premières expérimentations d'utilisation d'outils reposant sur l'IA en vie réelle, et notamment les outils qui sont effectivement un peu de la génération d'après, parce que décrivait Jean-Emmanuel autour de l'imagerie qui est effectivement là. Mais ce qui vient ensuite, on avait partagé ça en préparant. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, parce que je trouve qu'elle est intéressante, c'est que dans ces expés-là, moi, j'aurais parié, quand on déployait un outil comme ça dans un service de soins, que les premiers à supporter l'utilisation de la technologie, à se passionner pour le sujet, à l'utiliser, à jouer avec, seraient les jeunes. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand on a utilisé, par exemple, les générateurs de compte rendu type Nabla, Praxis Santé, dans différents services de soins, allant d'urgence jusqu'à de la médecine interne, etc., globalement, ces outils ont été utilisés par les seniors, PH, PUPH. Les chefs de clinique, en général, avaient un sain recul critique, et les internes étaient paniqués. Et je caricature un peu, mais pas tant que ça. Et donc, pour vous donner un exemple typique, utiliser un générateur de compte-rendu comme ça quand vous êtes urgentiste, ça vous permet d'éviter d'avoir à taper le compte-rendu à la fin d'une prise en charge de patient dans un volume important. Pourquoi le PH, donc le médecin expérimenté, senior, s'en sert sans aucun problème, et pourquoi l'interne ne le fait pas? Pour une raison très simple, c'est que le PH sait que si ça ne marche pas, il rédigera son compte-rendu comme ça, à la volée, parce qu'il maîtrise son truc et qu'il n'a pas de problème. L'interne, en revanche, en général, nous disait, mais moi, si le truc ne fonctionne pas, j'ai pas mes notes, j'ai rien, je sais pas le faire. Bref. Donc c'est intéressant parce que ça serait arrivé dans un service, j'aurais dit, ok, très bien, c'est une fois. Honnêtement, dans toute la gamme, on en a fait 3 ou 4.
dans tous les services, ça a été quelque chose qu'on a pu constater. Ça veut dire une chose derrière, ça veut dire, et c'est bien l'état où on est aujourd'hui, hein, c'est pour que les outils soient adoptés, en fait, ils supposent aussi que les professionnels soient sécures, stables sur leurs appuis, et capables de les utiliser, de se reposer sur eux sans inquiétude. Et on est encore dans une stade où les gens ne savent toujours pas vraiment s'ils peuvent se fier ou pas se fier. Ça, c'est un deuxième grand commentaire, mais je vais me taire un moment, je vous rassure. Bon, effectivement, ça pose la question de la dualité entre la défiance peut-être excessive et la confiance aussi qu'on peut avoir, et l'esprit critique qu'il faut peut-être infuser, en tout cas, chez les professionnels. Ouais. Il y a un élément qui est assez intéressant qui a été publié dans le JAMA Network Open la semaine dernière, enfin une assez grande revue médicale, où ils ont comparé à Stanford les performances diagnostiques de GPT-4 tout seul versus les médecins qui utilisent GPT-4. Et ils ont montré qu'en fait, les médecins qui utilisent GPT-4 ont de moins bonnes performances diagnostiques que GPT-4 tout seul. Donc c'est assez problématique. Alors c'était sur un petit nombre de médecins, un petit nombre de cas, mais c'est un premier signal. Alors il y a d'autres études pas exactement pareilles, mais qui ont l'air de laisser penser la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez un système d'IA, quel qu'il soit, qui a l'air de très très bien fonctionner, comme ça de prime abord, in silico, j'ai envie de dire, sur des cas virtuels ou dans l'ordinateur, le problème, c'est que le end user, c'est-à-dire la personne qui s'en sert à la fin, s'il n'a pas su parfaitement conscience et que du coup il se méfie, et que même si le système lui donne un bon diagnostic, il se dit non, mais ça c'est pas vrai parce qu'il n'est pas bon, donc je vais corriger le diagnostic, ça pose problème. Donc en fait, il faudrait mettre en place des méthodologies qui permettent non pas seulement d'évaluer les performances des systèmes d'IA, mais les performances des gens qui se servent de systèmes d'IA. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'études. En imagerie, il y a quelques études qui sont un peu contradictoires d'ailleurs, certaines positives, certaines négatives. Mais ça va être très difficile à faire, alors que c'est vraiment ça qu'il va falloir faire. Parce qu'on voit sinon qu'il va y avoir des ratés significatifs. Ouais. Oui, Nicolas. Pour rebondir dans cet esprit-là, pour donner deux exemples concrets de la manière dont la relation à la technologie, à ces outils-là se fait. Je repars de mes expérimentations et je pense à un service d'urgence dans le nord de Paris. Deux exemples. Premier exemple, nos médecins nous disaient en permanence, non mais en fait là, il hallucine. C'est-à-dire quand le générateur de compte rendu écrivait quelque chose, le wording immédiat, c'était de dire ça hallucine. En fait, le truc, c'était juste ce pourquoi il était fait. C'est-à-dire qu'il rédigeait d'une certaine manière. Mais on a tous d'ores et déjà intégré ce sujet de l'hallucination. Et ça biaise même la relation à l'outil. C'est-à-dire que ça défait de la confiance, pour utiliser la formule. Et donc ça veut vraiment dire, et ça reboucle ce que disaient Guillaume et Jean-Manuel, il y a un vrai exercice quand même d'appropriation à faire, parce que sinon on y arrive avec des concepts qui sont des concepts qui ne tournent pas, et on finit par voir dans des fonctionnements positifs des dysfonctionnements, ce qui est quand même... Et deuxième exemple concret de pourquoi c'est compliqué, et pourquoi aussi l'adoption derrière est un sujet... ces générateurs de compte rendu là, au fond, une des choses qui fait qu'à date, ils ne sont pas considérés comme suffisamment matures par les services, c'est que déployés dans un environnement hospitalier qui est celui qu'a décrit Jean-Emmanuel, c'est-à-dire avec un Wi-Fi qui ne marche pas bien et pas de 4G dans les services, et par ailleurs c'est comme ça, et ça va changer, mais ça va être long. En fait, le générateur, il met quelques secondes à produire son compte rendu. Et ça, pour un service d'urgence, c'est un no-go. Ça, il faut l'avoir en tête aussi. Ça aussi, ça m'a frappé. Je me suis dit, le confort d'utilisation l'emportera quand même sur les 2-3 secondes de latence, quoi. Et en fait, non. Pour un service d'urgence qui tourne et qui a des enjeux de prise en charge de patients minutés pour de vrai, sur des files de patients nombreux pour de vrai, un truc qui met 2-3 secondes à générer le compte-rendu parce que la connexion Wi-Fi est pourrie, et que donc là où ça met normalement 1 seconde en condition, chez la start-up, ça met 3 secondes dans le service, ça suffit à ce que l'outil ne soit pas adopté. Bref, tout ça, et juste pour finir sur ça, en disant aussi, je trouve une de nos questions majeures, c'est comment on évite que l'appropriation de l'outil, elle se fasse dans un espèce de choc de la tentative de déploiement pour de vrai d'outils qui n'ont pas encore été totalement éprouvés en vie réelle. Et ça plaide, à mon sens, alors je plaide pour ma chapelle, mais ça plaide pour toutes les formes de tiers-lieux d'expérimentation, de bac à sable, enfin tout ce qui peut permettre, dans un cadre de vraie prise en charge, parce qu'à la fin des fins, il faut quand même se confronter à la vie normale d'un service de soins, mais qui permet de tester les outils en acceptant de se dire qu'on les teste. Et en acceptant de dire, c'est pas encore absolument parfait, ça va être un peu déconnant, ça va pas marcher totalement, mais
je peux me faire la main, je peux comprendre, je peux dire ce qui me va, ce qui me va pas, je peux me faire un avis, et je suis pas dans cette espèce de logique très hospitalière de la vie et la mort du soin courant, quoi. Je caricature, mais et on a vraiment besoin de ça. Juste pour rebondir sur ça et pour aller exactement dans ce sens-là, il y a moi je cite beaucoup d'études parce qu'il y en a de plus en plus. Il y a une étude qui est sortie cette semaine qui justement a évalué le gain d'efficacité de médecins qui se serviraient d'un outil type Nabla, qui n'est pas Nabla mais qui est un équivalent américain, et versus des médecins sans l'outil. Et donc ils comparent leur vitesse, leur confort d'utilisation, etc., etc. Et en fait ils montrent que le gain d'efficacité est quasi inexistant. Donc instinctivement, on se dirait que le fait de pouvoir générer un compte-rendu de consultation ou autre automatiquement sans avoir à le taper, ça ferait gagner beaucoup de temps. Et quand on regarde en vrai, on évalue sur des vraies situations, on se rend compte que le gain est inexistant ou vraiment marginal. Et donc ça fait poser pas mal de questions sur toute ce qui rejoint ce que je disais au début, c'est qu'on va être confronté aussi à beaucoup de claims, c'est-à-dire d'arguments des startups qui disent que leur truc est génial, comme les pharmacies, comme les big pharma disent que leur médicament est génial, etc. Et puis en fait parfois c'est pas si génial que ça parce que ça n'apporte pas un bénéfice énorme. Et donc il y a toutes ces questions-là sur comment est-ce qu'on évalue ces outils-là et au final comment est-ce qu'on les valide et comment est-ce qu'on fait qu'on ne paye pas pour quelque chose qui sert finalement peut-être à rien du tout. Oui, et effectivement, Kendris, vous incitiez aussi lors de nos échanges précédents sur il faut sortir d'une vision qui soit technocentrée pour aller vers plus d'éthique et peut-être dans la formation, l'apprentissage, c'est peut-être ce créneau-là qu'il faut... Oui, tout à fait. Il y a cette grande question, mais qui ne traverse pas que le secteur de la santé, du techno-solutionnisme, et qu'on est en plein dedans, et ça pose plein de questions dans tous les champs. Et je pense que la question de l'IA en santé pose vraiment cette question du techno-solutionnisme en santé. Et avec la Fabrique des soignants, voilà, on essaye de porter un regard qui essaie de prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe. Et je pense qu'il n'y a pas assez de débat public tout simplement sur l'IA, sur l'impact de l'IA dans le soin. Et donc typiquement ce genre d'études, je pense que rien qu'en mettant en place différentes discussions entre soignants, on arriverait à ce genre de résultats assez vite, quoi. Et ça pose aussi, comme l'a dit Nicolas, la question des expérimentations, aussi la mise en place du design qui permet aussi de réfléchir avec ce qui est déjà là, avec les personnes qui font déjà. Et puis après, il y a la grande question de l'éthique, parce que l'IA amène tout un tas de questions. Il y avait la question que j'ai évoquée tout à l'heure de la fracture numérique. L'IA, elle génère énormément d'argent, de ressources, donc elle va aussi sans doute renforcer cette question de la fracture numérique, parce que même des patients en fait qui utilisent GPT, en fait c'est pas tous les patients qui vont utiliser GPT. Arriver à faire des prompts par rapport aux différentes pathologies, aux symptômes qu'on a, c'est pas tous les patients qui ont accès à GPT, donc ça va encore plus renforcer ça. Donc ça pose la question en tant que soignant, comment accompagner ces différents patients, comment accompagner les différentes inégalités qui vont sans doute s'accroître avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, outre l'aspect aussi de la consommation énergétique, parce que c'est souvent des choses dont on ne parle pas avec l'intelligence artificielle, alors que ça surconsomme. Donc ça va aussi poser la question de comment mettre en place une forme de durabilité avec l'implication de l'intelligence artificielle. Peut-être pour conclure, quelques mots chacun sur effectivement, si on se place dans une vision prospective, quelle prévision peut-être faites-vous de l'intégration de l'IA dans le système de santé à 5 ou 10 ans Guillaume, peut-être vous avez Alors moi je vais dire deux choses. D'abord, je suis un militant de la défense du soin aux soignants. C'est-à-dire que je pense que quoi qu'il arrive, il faut que les soignants continuent à apprendre à soigner. Et il ne faut pas se tromper de sujet. Et je pense aussi que le cadre techno, aujourd'hui, le cadre réglementaire... Moi, je suis un pragmatique. J'essaie toujours d'éviter au maximum la philosophie, entre guillemets, sur les sujets d'enseignement. C'est du device. Le cadre du device... réglementaire. Il y a un bon exemple dans ma discipline, je suis endocrino. C'est la pompe à insuline.
C'est simple, la pompe à insuline, le device, il est certifié pour avoir un débit, des caractéristiques, une alarme au-dessus de telle pression, et tant qu'il est utilisé, il doit respecter ce cahier des charges. Ce n'est pas applicable à l'IA. C'est-à-dire qu'un dispositif apprenant, il doit avoir un autre cadre réglementaire. Ça, c'est un premier point. Ce que ça signifie, c'est qu'il faudra un accompagnement, une délégation de certification tout au long de la vie, notamment par la garantie humaine, ça c'est un point. Et donc ça, les soignants devront y participer. Il faut qu'ils soient formés à ça. Ensuite, le device arrive avec un prestataire. C'est-à-dire que la pompe à insuline, elle est mise en place avec un infirmier, en général un ancien infirmier diabétologue, qui est missionné par le fabricant. Les devices avec IA viendront avec des prestataires. Plus il y a d'IA, plus il y aura de prestataires. Que va devenir un service clinique quand il y aura 3-4 marques et donc il y aura des prestataires partout. Il y a eu le sujet avec les représentants médicaux qui, à un moment donné, ont été mis dehors des hôpitaux manu militari parce qu'on a jugé que leur légitimité, c'est qu'ils faisaient la formation continue qui n'était pas assurée par d'autres. Et c'est comme ça qu'ils justifiaient leur présence. Mais quand les services grouillaient de représentants médicaux, il y a eu un moment, je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans, il y a eu un coup de sifflet carton rouge, tous dehors. Et je pense qu'il y a ce risque si on ne prend pas un petit peu les devants et la réflexion là-dessus. Et je pense que le système du prestataire n'est pas idiot, dans le fond. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de solutionner l'histoire de la formation à l'usage. C'est-à-dire qu'en gros, le soignant, il va apprendre par l'interfaçage avec le prestataire. Maintenant, l'enjeu, c'est de coordonner les prestataires. C'est-à-dire, est-ce qu'on va laisser la jungle ou est-ce qu'on va mettre un tout petit peu d'ordre là-dedans et de quelle façon ? Donc nous, on a un enjeu de formation des prestataires aussi, de leur interfaçage avec les soignants dans la réalité, et peut-être à plus long terme, une réflexion à avoir aussi sur la coordination des prestations pour que l'enseignement, entre guillemets, de l'un soit pas antagoniste avec l'enseignement de l'autre quand c'est des produits de même nature. Donc il y aura une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et pour finir, je pense qu'on est rentré dans l'ère de la lutte entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Sur le pilotage d'un avion, un avion c'est un design d'ingénierie. L'atterrissage, les pilotes sont formés à l'atterrissage manuel, alors que les machines savent très bien atterrir un avion mieux que les humains. Mais les compagnies payent, les fabricants payent pour que les pilotes continuent à savoir le faire. En médecine, on n'est pas dans de l'ingénierie dans le soin. Il y a de la dimension tech, évidemment au premier niveau, mais pas que. Et du coup, ce que grignote petit à petit l'IA, dans les compétences, par exemple, pour reprendre la boucle fermée de l'insuline, aujourd'hui, on dit aux diabétologues, j'ai une idée, tu touches plus au réglage des doses. Voilà, c'était une partie du métier du diabétologue, de dire si on monte l'insuline de 2 unités. Maintenant, surtout, tu touches plus. Donc, on lui a bouffé une partie de son métier, mais il s'en est pas aperçu. Et petit à petit, les vieux, pendant 20 ans, si la machine, elle tombe en panne, ils sauront faire, ils savaient faire. Mais les jeunes, ils sauront plus faire. Donc petit à petit, ils vont perdre leurs compétences. Et s'ils perdent leurs compétences, ils vont perdre leur vision holistique, c'est-à-dire le docteur qui voit tout. C'est-à-dire j'ai mal au pied et je vais voir le docteur, si c'est un cancer, il va me le dire, il sait. Il sait pourquoi ? Parce qu'il a vu, parce qu'il a fait. Et si les machines font, le docteur, il ne saura plus. Et donc, toutes les discussions sur l'empathie, le docteur machin, l'empathie n'est pas dissociable de la compétence. Si vous êtes complètement nul mais très gentil, on ne vient pas vous voir. Et donc, par rapport à ça, il y a un vrai sujet à expliciter, à mon avis, de développement de l'IA et de perte de compétences, sachant que ce n'est pas explicite comme un atterrissage d'avion par rapport aux soins. Et ça demande au long cours une réflexion active. On est prêt à payer combien pour que les médecins continuent à savoir soigner ? On va peut-être finir malheureusement ici. On arrive au bout du temps sur cette métaphore de l'avion. Merci à tous les quatre et merci à vous d'être présents ce matin. Et